Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Mais malgré tout, on a un indice qui se trouve peut-être sur les stèles de Tikal. Les dirigeants tiennent des longs bâtons de commandement dont les extrémités sont parfois ornées d'un motif qui n'est pas sans rappeler ces objets étranges. On pourrait donc supposer qu'ils ont un lien avec la royauté, avec le pouvoir. La sculpture maya s'exprime aussi dans la fabrication de figurines en argile qui représentent des divinités. Je vous en ai parlé tout à l'heure. L'art pictural partage avec les autres expressions artistiques le respect très strict des principes religieux mayas. Mais il brille aussi par sa discrétion. La peinture couvre les murs intérieurs des bâtiments. Or, l'étroitesse des pièces réduit leur visibilité. Seule une poignée de privilégiés, le roi et ses proches, sont autorisés à les contempler. La fonction de ces fresques reste donc, encore aujourd'hui, à déterminer. Et contrairement aux sculptures qui recouvrent les monuments, elles ne peuvent pas affirmer au peuple la puissance du souverain, puisqu'il semble ne pas y avoir accès. Elles ont peut-être pour but principal d'exalter la majesté et le pouvoir du dirigeant aux yeux de visiteurs de haut rang, des ambassadeurs de cités voisines par exemple. L'art pictural est donc un art plus sensible que la sculpture aux affres du temps, mais il reste malheureusement peu de vestiges de la peinture maya. Les fresques de Bonampak sont les seuls témoignages du haut degré de perfection auquel les peintres mayas sont parvenus. Elles ont même été comparées à celles de la Renaissance italienne. Imaginez un peu, les scènes peintres démontrent un sens aigu de la perspective et un goût certain pour la composition. Elles se lisent d'une pièce à l'autre, comme un récit étalé dans le temps. En passant de la première pièce à la deuxième, puis à la troisième, on suit le déroulement carrément d'une cérémonie depuis ses préparatifs jusqu'à son accomplissement. Tous les bâtiments étaient recouverts de couleurs vives, principalement l'ocre, un type de bleu très criard qu'on appelle bleu maya, et le vert. La densité des couleurs rendait la polychromie presque agressive. L'ocre remplissait le fond et faisait ressortir les différentes parties du corps humain. Le vert était réservé aux plumes de quetzal et aux bijoux de jade. La peau de jaguar qui couvre les épaules et le dos du souverain était peinte en jaune ou en noir. Et enfin, le blanc était associé au manteau fait en coton. Chaque couleur s'accorde avec un objet particulier, mais elle lui donne aussi une valeur symbolique. Par exemple, certaines couleurs sont associées aux points cardinaux. Le rouge évoque la mort et la renaissance. La peinture participe à édifier le souverain en tant que garant de l'ordre du monde et de son maintien. Elle obéit au même canon esthétique de la représentation du corps et des insignes du pouvoir. Et comme la sculpture, elle s'accompagne d'inscriptions hiéroglyphiques qui indiquent l'identité des personnages représentés, racontent les grands événements de chaque règne et vantent les exploits guerriers de la dynastie régnante. Quand les rois disparaissent, l'art pictural change à la fois de nature et de registre. Les fresques de Chichen Itza dépeignent le pouvoir guerrier des Itzas, d'un dessin plus schématique. Ce ne sont plus les dirigeants qui occupent la première place, mais les guerriers représentés en train de naviguer sur la mer. Du coup, c'est grâce aux décors sculptés des monuments que les archéologues parviennent à identifier une bonne partie des objets qu'ils mettent au jour, comme je le disais tout à l'heure. Ce sont principalement des objets précieux qui renvoient au monde de l'élite. Les plus somptueux sont les encensoirs qu'on retrouve sur de nombreux décors de temples. Ils prennent la forme d'une coupe sur un support en sablier, décoré de pointes qui évoquent celle de l'arbre sacré, le ceiba. Il peut aussi prendre l'apparence d'une statuette. Les plus célèbres sont ceux découverts à Copan, qui portent l'image de l'un des rois de la cité, mais surtout ceux de Palenque, d'une taille exceptionnelle, ornés d'un masque en forme de soleil, surmonté d'animaux fantastiques, d'un caïman et d'un quetzal, tout ça encadré de motifs purement symboliques. L'encensoir est l'ustensile par excellence de rituel. Il continue d'être utilisé après l'effondrement du pouvoir royal. À côté de l'encensoir, les archéologues ont découvert d'autres objets plus étranges, plus exotiques. Les fresques et les sculptures évoquent aussi des éventails, des parasols, des sacs qui sont tenus par les dirigeants ou leurs accompagnateurs. Ces objets sont réalisés avec des matériaux périssables, donc aucun n'est parvenu jusqu'à nous. Mais les fondations des maisons et des temples réservent parfois aux fouilleurs de drôles de surprises. Vous avez par exemple sur le site de Bécane une figurine fabriquée à Teotihuacan qui est dotée d'un torse amovible qui cache une cavité. Surprise, dans cette niche se trouve une autre figurine.
C'est des poupées russes mayas, si vous voulez. Et sur le site d'Altoona, les archéologues sont tombés sur un récipient qui contenait du mercure, probablement une offrande faite à une divinité ou un ancêtre. Eh bien, ces objets, rares et de grande valeur, prouvent que l'élite maya est avide d'objets étranges, exotiques. Seule la famille royale ou les nobles peuvent se procurer ces trésors à grands frais. Cette recherche s'observe aussi dans le domaine de la joaillerie. Le territoire maya recèle peu de matières précieuses, sauf les plumes de Quetzal. Pourtant, les palais, les temples et les sépultures de rois mayas abondent en objets de jade. Or, le jade provient de la vallée de Motagua, dans les hautes terres, comme d'ailleurs la plupart des pierres fines. Le turquoise vient du Mexique, les coquillages des côtes Caraïbes. Les matériaux précieux viennent donc de très loin, amenés dans les cités mayas par les marchands et leurs intermédiaires. J'ai dit plus haut que les marchands ne pouvaient porter qu'une faible quantité de matières précieuses dans l'émission précédente, parce qu'ils connaissaient ni le cheval ni le chariot. Ces produits sont donc non seulement précieux, mais rares. Et tout ce qui est, vous savez, tout ce qui est rare et cher. Seuls les membres de l'élite peuvent se les procurer. Une fois arrivés en terre maya, ces matières précieuses sont acheminées vers les ateliers des artisans spécialisés qui les travaillent pour réaliser de véritables chefs-d'œuvre. Et donc, vous avez des merveilles qui sortent de leurs mains, des boucles d'oreilles articulées, des bagues, des labrets, des colliers, des pendentifs, des pectoraux. Tout ça rivalise de beauté grâce aux effets de couleurs. Et à ce catalogue s'ajoutent les bracelets, les ornements de cheville qu'arborent fièrement les dirigeants. Vous savez, c'est le signe extérieur de richesse. La métallurgie n'apparaît que tardivement dans le monde maya. Les métaux viennent de régions très lointaines. Ce n'est qu'à la période post-classique que les bijoutiers commencent à réaliser les premiers bijoux métalliques. Mais contrairement à ce que leur étincellement laisse supposer, ils ne sont pas en or, mais en alliage d'or et de cuivre, qu'on appelle tumbaga. Les artisans parviennent rapidement à un niveau de perfectionnement hors du commun. De leurs doigts d'or sortent une infinité de bagues, d'anneaux et de colliers en métal. Les plus belles créations sont d'ordre religieux. Ce sont principalement de grands disques en or martelés et repoussés. Seuls les objets de luxe réalisés dans des matériaux solides sont parvenus jusqu'à nous, vous le comprenez. Beaucoup d'autres éléments de parure ont disparu, emportés par le temps. Heureusement, les sculptures qui couvrent les édifices religieux permettent de se faire une idée de tout l'apparat dont disposaient les membres de l'élite. Les historiens des civilisations américaines peuvent notamment étudier la richesse vestimentaire. Les dignitaires portent de longs manteaux de coton blanc qui les couvrent des épaules jusqu'aux pieds. Les hommes sont vêtus de pagnes richement brodés et ornés de nombreux motifs symboliques. Les femmes portent des jupes et le huilpil, c'est une longue blouse également brodée de motifs divers. Les couleurs qui rehaussent ces riches costumes respectent probablement des préceptes religieux. Les rois, certains nobles de haut rang, les guerriers, sont vêtus de peaux de jaguar et des jupes de peau de félin autour de la taille. La précision des reliefs sculptés est telle qu'il est possible d'étudier la façon dont les différents costumes sont découpés et cousus. Imaginez ça comme les manteaux de coton sur lesquels sont cousus de splendides plumes, finement découpées de manière à constituer des motifs et des dessins qui renforcent la puissance symbolique. Les vêtements sont souvent rehaussés de perles, de jade, de coquillages, de pierres fines qui adoptent des formes variées, qu'elles soient rondes, coniques ou encore tubulaires. Elles se combinent entre elles, constituent des trames et des maillages différents et complexes. Les combinaisons extraordinaires sont élaborées, elles offrent une multitude de formes qui feraient pâlir de jalousie aujourd'hui encore nos grands couturiers. C'est assez incroyable. Alors je ne vais pas vous faire toute la décoration évidemment des vêtements parce qu'on y passerait des heures et des heures et évidemment on n'a pas toujours le temps. Donc ce que je vous propose, c'est que dans une 4e émission, je reviendrai sur la façon dont on retrouve tous ces objets parce que ça a du sens. Comment est-ce que les archéologues ont fini par retrouver ça, mais surtout on parlera des cités, la guerre des cités, etc. La fin des Mayas, on verra comment ils ont terminé, comment ce monde a vacillé. Donc tout ça dans un 4e et dernier épisode. Ce sera au mois de décembre, vous verrez. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis pour les abonnés premium qui payent 2 € par mois ou 20 € par an, eh bien vous allez bientôt recevoir dans la journée, vous allez recevoir le magazine mensuel
que vous connaissez maintenant depuis le mois de mars. Merci à tous, j'espère que vous appréciez d'ailleurs ce magazine. N'hésitez pas à nous laisser des messages, nous envoyer des messages, nous mettre des tas d'étoiles, vous savez, sur tous les supports, que ce soit Apple Podcasts, etc. On a besoin de vous toujours pour se faire connaître. À très bientôt. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.